그렇죠. Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. La parole est aux co-avocats principaux des parties civiles. Maître Lortunti. Merci, bonjour. Pour gagner du temps, je demande aux témoins de donner des réponses concises à mes questions. Avant la pause, nous avons parlé des coopératives. Vous avez dit qu'il y avait des réunions à la pagode de Prakao pour parler de l'évacuation des populations vers différents endroits et notamment en ce qui concernait les coopératives les plus avancées. Le témoin. J'ai en effet répondu à cette question tout à l'heure au sujet de la réunion à la pagode de Prakao. À l'époque, le président a insisté sur le besoin de passer du socialisme au socialisme démocratique. Et nous avons parlé justement de ce sujet pendant cette réunion. Il a dit que tout avait été mené à bien et que maintenant il fallait se concentrer sur les travaux de coopérative. Je ne saurais en dire plus. À l'époque, nous avons essayé de renforcer ces coopératives avancées dans tout le pays. Auparavant, ce genre de coopérative n'existait que dans certaines régions. Donc, l'objectif était de renforcer ce type de coopérative afin de les généraliser à travers le pays. Il a fallu être unis en interne pour être plus fort. Question. Suite à la victoire du 17 avril 1975, est-ce que le parti avait prévu d'imprimer des billets de banque pour à utiliser lors des transactions financières économiques? Réponse. Au sujet des billets de banque, après la libération de Phnom Penh, en fait, des billets de banque avaient été imprimés jusqu'en 1974. Il existait des billets de banque du Kampuchea démocratique. Ces billets de banque étaient entreposés dans un bâtiment proche de Wat Phnom, mais les billets n'étaient pas encore en circulation. Et les billets n'ont jamais servi de monnaie courante. Les billets ont été imprimés, mais jamais utilisés. Question. Je vous remercie. Pour quelles raisons est-ce que ces billets de banque n'ont jamais servi? Y avait-il un projet visant à supprimer les billets de banque? Réponse. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les billets de banque avaient été imprimés, mais n'ont jamais été mis en circulation. Probablement, le moment n'était pas venu.
de les mettre en circulation. Question. J'aimerais savoir si une politique existait visant à abolir les billets de banque et la propriété privée. Cela faisait-il partie de la politique? Réponse. Oui. Dans le cadre du plan, les billets de banque qui avaient été imprimés n'ont pas été mis en circulation. Il n'y avait pas de système de marché. Les dirigeants ont décidé que les marchés ne fonctionneront pas et que les billets de banque ne seront pas mis en circulation. C'est tout ce que je savais à l'époque. Question. Donc, une telle décision a été prise et est-ce que cette décision a été annoncée? Réponse. Non, la décision n'a pas été annoncée. Nous avons simplement appris cette décision, ou plutôt cette décision n'était connue que par un cercle restreint. À cette époque, les gens ne savaient pas que les billets de banque avaient été imprimés parce qu'à cette époque, il y avait un désir très fort de supprimer la propriété privée et de lutter contre la corruption. Nous souhaitions donc que la propriété devienne collective, que ce soit des bœufs ou des buffles. Le bétail appartenait donc à la collectivité. Question. Je passe au point suivant. Vous avez dit avoir rencontré Khieu Samphan et que Khieu Samphan vous a dit de faire visiter les invités. J'aimerais savoir si vous étiez au courant du rôle de Khieu Samphan et des décisions qu'il était autorisé à prendre à cette époque. Réponse. Je le connaissais depuis 1971. C'était un intellectuel extrêmement bien connu. Pang était son prédécesseur qui a été remplacé par Dawn. Le grand public le connaissait et lorsque Dawn a disparu, il disait que lui était en charge du bureau 870. Lorsque des invités étrangers se rendaient dans la zone Est en visite, c'est lui qui nous autorisait à accompagner ces délégations étrangères dans la zone Est. Je devais passer par cette administration. Une fois l'autorisation obtenue, je pouvais garantir la sécurité. Lorsqu'il y avait des visites d'étrangers, le principal enjeu, c'était la sécurité. Et donc, la sécurité était la priorité principale lors de visites des délégations étrangères. Après la libération, il y avait encore des problèmes de lutte de pouvoir dans les régions et chacun voulait devenir le chef de sa région. Nous devions demander l'autorisation du bureau 870 et
Sans l'autorisation du bureau 870, nous ne pouvions nous rendre dans ces différentes régions et les présenter aux invités étrangers. Il fallait donc demander au bureau 870 une autorisation préalable. Question. Ma question concernait le rôle de Khieu Samphan. De quel pouvoir disposait-il au bureau 870? À la fin de 1978, et c'est une supposition de ma part, mais je pense tomber juste, Ieng Sary m'a dit que même au niveau du centre, il y avait quelques complications. À cette époque, il était également membre du comité central. Il avait été nommé pour remplacer Douy. Je pensais qu'il était membre du comité permanent. Il était chargé d'accueillir des invités, de vérifier l'identité des invités étrangers et de gérer d'autres questions administratives d'ordre national. Question. Pourriez-vous expliquer à la Chambre la relation avec le bureau de Khieu Samphan? Et le B1. Réponse. Le B1 avait des liens avec tous les bureaux du pays. Le ministère au B1 et son personnel voulaient avoir des informations concernant la situation du pays. Pour avoir ces informations, il fallait contacter le bureau 870 parce que c'est le bureau 870 qui concevait le plan politique et s'occuper des affaires administratives du pays. Donc il a fallu s'en référer à eux pour avoir les informations. Question. Vous venez de dire que de suite après la libération, il y avait des difficultés parce que certains chefs de zone cherchaient à renforcer leur position. Mais par la suite, certains chefs de zone ont mystérieusement disparu. Est-ce que vous en étiez au courant? Réponse. Je n'en avais pas connaissance en détail. Mais les problèmes ont perduré, notamment la sécurité a posé problème, surtout en 1977. Par la suite, des chefs de certaines zones ont disparu. Comme je l'ai indiqué, seulement certaines zones n'étaient pas en bon terme avec Pol Pot. C'est peut-être pour cela qu'ils ont disparu. Question. Qu'en est-il de Koy Toon? Qu'est-il devenu? Réponse. D'après mes connaissances, Koy Toon a été nommé secrétaire du commerce après la libération. Ensuite, il a mystérieusement disparu et je ne savais pas pourquoi.
la partie civile. Merci beaucoup, Monsieur le témoin. J'aimerais maintenant céder la parole à ma collègue, le co-avocat international. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à tous et bonjour Monsieur le témoin. Je vais terminer cette journée en vous posant quelques questions. Vous avez déjà donné beaucoup de précisions. Vous avez répondu à beaucoup de questions déjà de la part de mon confrère et de la part des procureurs. En ce qui me concerne, je souhaiterais obtenir peut-être quelques détails supplémentaires et peut-être aussi quelques explications pour ma compréhension de ce qui s'est passé exactement. Mes questions sont des questions de suivi qui vont suivre un ordre chronologique des événements, en commençant avec cette réunion de début avril 1975, pendant laquelle a été planifiée l'organisation de l'évacuation de Phnom Penh. Vous avez expliqué pendant les débats, et vous l'aviez déjà expliqué au juge d'instruction, que vous aviez entendu ce qui se disait pendant cette réunion début avril 1975. Vous avez dit que vous aviez entendu les raisons qui ont été données, à savoir que si les gens restaient dans les villes, il serait difficile de les contrôler. Vous avez aussi dit que vous aviez entendu qu'on donnait l'exemple de Udong, et vous avez dit que les gens ont applaudi pour approuver le projet. Ma question est la suivante. Puisque vous avez entendu tout cela, est-ce que vous avez également entendu que l'on prévoyait une organisation particulière pour cette évacuation en raison du très grand nombre de personnes qu'il y avait à Phnom Penh? Est-ce qu'on a parlé d'une organisation particulière pour les mettre sur les routes? Réponse. Concernant ce sujet, j'y ai déjà répondu. J'ai indiqué qu'à l'époque, je montais la garde et que Pol Pot et d'autres dirigeants, que Pol Pot a fait la présentation et que les autres dirigeants étaient d'accord avec Pol Pot, les autres étaient d'accord avec ces trois dirigeants et ensuite ils ont tous applaudi. Ils ont parlé de l'évacuation de la ville, mais ils n'ont pas donné de détails lors de cette réunion. Je vous remercie. Je vais vous poser une question plus précise. Est-ce que vous avez entendu parler à ce moment-là de la façon dont on allait nourrir les gens sur la route, de la façon dont on allait leur donner à boire, de la façon dont on allait s'occuper des personnes âgées, des enfants, des malades, des femmes enceintes? Est-ce que vous avez entendu quelque chose là-dessus pendant cette réunion? Réponse, comme je viens de l'indiquer, je n'avais pas connaissance des détails de ce plan, comme je l'ai indiqué. Lors de cette réunion, les détails mineurs n'ont pas été abordés non plus. Je vous remercie, monsieur, de m'indiquer que les détails mineurs n'ont pas été abordés. Je vais passer à ma question suivante. Vous êtes arrivé à Phnom Penh le 19 avril et vous avez expliqué un petit peu ce que vous aviez vu pendant les débats et vous aviez déjà également expliqué au juge d'instruction. Vous avez dit que vous aviez vu des cadavres au bord des routes et vous avez dit à l'instant que vous aviez vu des gens porteurs de billets d'argent
et qui ne voulaient pas s'en séparer. Est-ce que vous avez vu également des personnes malades, des personnes qui avaient du mal à marcher, des femmes qui portaient des enfants, des personnes qui étaient en grande difficulté? Réponse. Concernant l'évacuation, les personnes évacuées ont dû bien sûr rencontrer des difficultés. Cela va sans dire, parce que ces gens s'étaient habitués à une vie luxueuse en habitant dans des pièces air conditionnées, alors que lors de l'évacuation, ils transpiraient partout. Donc, bien sûr, ils ont connu des difficultés lors de l'évacuation. Mais lorsque nous nous sommes combattus pour libérer les villes, nous aussi, nous avons connu de grandes difficultés. Nous avons risqué nos vies pour libérer les villes. Et les gens qui ont quitté les villes, simplement, cela ne nous paraissait pas si difficile. Je vous remercie, monsieur. Vous êtes ensuite entré dans Phnom Penh et vous avez indiqué au juge d'instruction le 5 décembre 2007, dans le document E3/24, la phrase suivante. Je vais peut-être citer l'ERN. Je propose de lire simplement cette phrase, Monsieur le Président, pour aller plus vite. Et je peux donner les ERN en 3 langues si vous êtes d'accord. Est-ce possible? Je vous remercie. Donc, dans ce document E3/24, à l'ERN français 00503921, anglais 00223582, Khmer 00204069. Vous dites la phrase suivante. Au contraire, en ce temps-là, on nous a dit qu'il fallait craindre les ennemis ou qu'il fallait être vigilant par rapport aux forces enfouies dans les maisons, même si les forces les plus importantes ont été déjà écrasées. Est-ce que vous pouvez me dire, monsieur, ce que c'était que ces forces enfouies dans les maisons? Réponse. Les forces enfouies normalement, lorsque les forces militaires ont été vaincues, les forces enfouies se cachaient dans les maisons et préparaient des complots et étaient équipées de grenades et d'autres munitions. Donc, si nous ne parvenions pas à éliminer ces forces enfuies, ils allaient probablement faire preuve de résistance ou se rebeller contre nous, ce qui poserait une menace contre la révolution. En menant à bien la révolution, il fallait maîtriser la situation. Si nous ne maîtrisions pas la situation qui évoluait, nous allions échouer. Il fallait donc éliminer les forces enfuies. Il y avait des forces enfuies, même si ils avaient été vaincus. Cela ne voulait pas dire qu'ils étaient entièrement vaincus. Il restait encore des éléments qui cherchaient à se soulever contre le régime. Et c'est pour cette raison qu'il y avait des forces enfuies dans les maisons. Il y avait des scénarios
possible, même dans les zones libérées, il subsistait certains mauvais éléments. Il y avait des ennemis et des espions cachés dans les zones libérées. C'est pour cela que les bombardements aériens ont réussi à cibler certains endroits. C'est pour cela qu'il a fallu maîtriser la situation. Même en ayant évacué la population de Phnom Penh, vous voyez bien que nous avions le contrôle du pays que pendant 3 ans et 8 mois. Et même en arrivant à éliminer ces éléments, nous ne savions pas pendant combien de temps nous pouvions garder le pouvoir. Il y avait beaucoup de personnes, y compris les agents du KGB et de la CIA. Je vous remercie, monsieur. Est-ce que vous-même, vous avez trouvé certains ennemis enfouis dans les maisons et si oui, qu'est-ce que vous avez fait? Réponse. Après l'évacuation, je n'ai pas vu plus d'ennemis. Enfin, je n'ai pas vu d'autres ennemis. Je crois qu'il n'y en avait plus. Et c'est pourquoi j'ai pu survivre et déposer devant cette chambre aujourd'hui. Non, j'aurais pu être écrasé. Maître, vous demandez la parole? Dit le président. La parole est à la défense de Ieng Sary. Maître Angodong. Monsieur le Président, c'était une question hypothétique. Le Président. Maître, allez-y. Ce qui était hypothétique, c'était la réponse du témoin, effectivement, puisque tant que je ne la connais pas, elle est toujours hypothétique. Je voudrais maintenant vous poser une question par rapport aux soldats de Lon Nol quand vous êtes rentrés dans Phnom Penh. Est-ce qu'il y avait des consignes particulières concernant le traitement des soldats de Lon Nol? Ces soldats ont été vaincus, ils se sont rendus, ils ont agité le drapeau blanc et nous n'avons rien fait pour leur faire du mal. On avait donné ordre strict de ne pas leur faire du mal. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je souhaiterais utiliser un document qui est le document D22/2189 et je souhaiterais lire un court extrait de ce document aux ERN français 00827033, ERN Khmer 00546765. Je n'ai pas pu obtenir la traduction en anglais et je m'en excuse auprès de mes confrères anglophones. C'est un court extrait d'une déclaration de partie civile. Puis-je l'utiliser? Le Président. Allez-y. Cette partie civile indique ceci. Le 17 avril 1975, les parents de mon épouse, M. Leng Feng, colonel sous Lon Nol, et Mme Chamrun, et ses 4 frères aînés, Feng Pros, Feng Pom, Feng Pik, Feng Pu, ont été fusillés chez eux, près du marché olympique à Phnom Penh, par les soldats Khmer Rouges. Le même jour, Leng Shreak, un oncle de mon épouse, un soldat sous Lon Nol, sa femme Samrang et leurs 3 enfants ont eux aussi été abattus par les Khmer Rouges dans leur maison près du marché olympique à Phnom Penh. Monsieur, est-ce que cela vous rappelle quelques événements particuliers?
ខ្ញុំអត់ដឹងទេ Réponse. Non, je regrette. Je n'en sais rien. Je vous remercie. C'était donc une déclaration d'une partie civile. J'en viens maintenant à B1. Dans votre déclaration E324, à la page 9 en français, en anglais ERN 00223585 et Khmer 00204071, vous dites que lorsqu'il y avait des disparitions, dont vous avez parlé d'ailleurs notamment ce matin, personne n'en parlait. Pouvez-vous me dire, monsieur, si on vous demandait de conserver le secret ou la raison pour laquelle vous ne parliez pas des disparitions? Réponse. Quand on nous disait de garder le secret, il fallait garder le secret. Est-ce qu'on vous demandait de garder le secret sur les disparitions? Une réponse. Il n'y avait pas de secret entourant les disparitions. Ceux qui ont disparu ont simplement disparu. Puis-je savoir pourquoi vous n'en parliez pas? Réponse. Cela faisait partie du secret révolutionnaire. Je vous remercie. Est-ce qu'il vous est arrivé, monsieur, avec ces disparitions, d'être inquiet pour vous-même? Je pense avoir déjà dit que j'avais peur. En particulier vers la fin de l'année 1978. J'étais inquiet car on m'a demandé de rédiger à nouveau ma biographie personnelle. Et cela m'a inquiété. Il y avait en fait une raison expliquant cela. Aum Yangsari a dit qu'on lui avait demandé lui aussi de réécrire sa biographie et que cela aussi valait pour Sohang et moi. Donc j'avais peur que si ces deux personnes disparaissaient, j'allais disparaître aussi. Et c'est pourquoi j'avais peur. Mais j'ai maintenu très fermement que j'avais respecté, j'avais donné ma vie pour la révolution et que j'avais fait de mon mieux pour respecter la cause révolutionnaire. Et si je devais mourir à cause de cela, je ne pouvais rien y faire, car j'avais prêté serment que de servir de façon solennelle le parti et que je n'avais rien à craindre. Et voilà, c'est ce que je me suis dit.
Est-ce que, d'après ce que vous venez de dire, est-ce que je dois comprendre que disparaître, c'était mourir? Réponse. Je ne suis pas certain si les gens qui ont disparu sont morts ou sont vivants. Je ne le sais pas. Beaucoup de gens de haut rang comme Sao Pim, Koitun, Jane On, beaucoup de ces gens de haut rang ont disparu. Au bureau 870, les gens qui étaient proches de moi, comme Pang et Deun, ont eux aussi disparu. Un grand nombre de gens ont disparu. Huyin, Hunim et Huyun, on avait perdu leurs traces. Et partout au pays. Et donc, je ne pouvais m'empêcher d'avoir peur. Merci. Vous avez, à propos de ces disparitions, vous avez indiqué que, tout à l'heure, que des militaires de Y10 venaient chercher les gens à B1 pour les arrêter. Est-ce que vous savez quelle était exactement la fonction de cet organe Y10? Réponse. L'unité Y10 était une unité militaire qui était rattachée au bureau central et qui en assurait la sécurité de ce bureau du centre. Est-ce que Y10 était subordonné à 870? Oui. C'était aussi subordonné à 870. Merci. Dans votre déposition E363, à l'ERN anglais 00231410, Khmer 00228843, français, excusez-moi, j'ai un petit souci, je vais vous donner simplement anglais, Khmer. On vous a posé la question à propos d'une déclaration de Duke disant que vous étiez venu amener des personnes à S21. Vous avez dit que non. Est-ce que vous connaissiez d'autres personnes à B1 qui ont été chargées d'emmener des personnes à S21 ou bien en dehors de B1, par exemple des gens de Y10? J'ai dit ce matin que c'était les forces d'Y10 qui emmenaient les gens de B1 à un autre endroit que je ne savais pas. Moi, j'ai amené des gens là-bas. Je ne connaissais pas l'existence de S21. On m'a dit d'emmener des gens à un endroit, une maison,
où ils allaient rester. Et je sais que des gens ont été emmenés à 870. Je ne savais rien de S21. Moi, j'ai emmené des gens au bureau 870 où d'autres personnes les emmenaient ailleurs. Je vous remercie. Je vais passer maintenant au sujet de Boeing Trabeck, sur lequel vous avez déjà donné quelques explications. Et vous avez dit notamment dans votre interrogatoire E3/24, à la page 12 en français, ERN en khmer 00204074, anglais 00223587. Vous avez dit que lorsque B1 dirigeait Boeing Trabeck, c'était moins pénible qu'avant. Est-ce que vous pourriez me dire, monsieur, ce que vous saviez de ce qui se passait avant et me décrire ensuite comment les gens étaient traités quand B1 s'en occupait et que c'était moins pénible? D'après ce que j'ai su quand j'ai rencontré ces intellectuels, il y avait à B1 pénurie de tout. On manquait de riz, de nourriture. Parfois, ils recevaient de la nourriture une fois tous les 10 ou 15 jours. Et quand il y a eu une nouvelle direction à B1, il n'y avait plus de telle pénurie. Les gens pouvaient faire pousser leurs propres légumes. Pour se nourrir. Il y avait même de la viande, du porc, du poisson et du bœuf. Donc, à ce nouvel endroit était beaucoup mieux. Ils avaient assez à manger. Et quand ils avaient assez à manger, ils pouvaient bien dormir. La situation n'était pas difficile. Quelles étaient les activités des intellectuels à Boeing Trabeck? J'étais là pour gérer l'endroit. J'ai demandé aux gens de faire pousser des légumes. Mais si c'était trop difficile, trop ardu pour eux de faire pousser des légumes, eh bien, ils pouvaient faire autre chose. Des gens ont demandé s'ils pouvaient écouter la radio. Donc j'ai apporté un poste de radio pour qu'ils puissent écouter les nouvelles nationales et internationales. Donc ils voulaient écouter la radio s'ils le souhaitaient. Et je leur ai demandé de se forger en faisant pousser des légumes.
Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas besoin de le faire pousser pour nourrir des gens, mais plutôt faire pousser des légumes pour se nourrir eux-mêmes et pour être autonomes. Tant qu'ils pouvaient s'en occuper, nous avons assez de force et les gens pouvaient être rééduqués, pouvaient être remodelés et pouvaient joindre les forces. Au ministère, ils avaient assez de gens. Par exemple, il y avait ceux qui avaient connaissance de langues étrangères, ceux qui étaient compétents en diplomatie, d'autres qui avaient d'autres compétences utiles. Et donc, de se corriger soi-même pour se conformer à la ligne révolutionnaire n'était pas si difficile. Je leur ai dit que ce n'était pas difficile, ils n'avaient qu'à rester là. Il y avait assez de nourriture à manger, même du café. Il y avait beaucoup de café. Et on y avait assez de café pour 20 ans. Et c'est ce que je leur ai dit, car il y avait beaucoup de nourriture. Je vous remercie, monsieur. Est-ce que à Boeng-Trabec, il y avait des disparitions? Quand j'y étais pendant une courte période, je ne me souviens pas d'avoir remarqué de disparition. Mais je ne pourrais dire ce qu'il en était de mon prédécesseur. Je ne sais pas ce qui s'est passé alors que quand mon prédécesseur avait la supervision de l'endroit. Et le 6 janvier, je ne sais pas où les gens de Boeng-Trabec se sont enfuis. J'ai rencontré Bong Homna Hong et je l'ai suivi jusqu'à Quoc Krola. Je l'ai retrouvé là-bas plutôt. Et lui a dit qu'il s'enfuyait, il s'est enfui jusqu'en France, qu'il s'est enfui jusqu'en France et finalement il est revenu et a maintenant un poste élevé. Monsieur, vous dites que vous n'avez pas remarqué de disparition, mais est-ce que vous avez entendu parler de disparition à Boeng-Trabec? Réponse. Je n'ai pas entendu parler de disparition. Je vous remercie, monsieur. Je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie. J'ai terminé. Merci, monsieur le président. Le président. Merci, maître, et merci, monsieur le témoin. La Chambre note que le moment est opportun pour lever l'audience. Nous poursuivrons l'interrogatoire M. Rochampton demain, 9h. Demain, la défense de Nguyen Chia commencera l'interrogatoire. Monsieur Rochampton, votre comparution n'est pas encore terminée. Nous vous invitons donc à revenir demain, à 9h. Et votre conseil aussi.
Huissier d'audience, veuillez maintenant apporter votre soutien aux témoins et vous assurer qu'ils soient de retour au prétoire demain. Garde de sécurité, veuillez conduire les 3 accusés au centre de détention et les ramener au prétoire demain avant 9h. L'audience est levée.